Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Itensia spécial 30 ans, un live exceptionnel puisque nous allons célébrer les 30 ans d'Itensia avec des partenaires qui vont nous expliquer la façon dont ils répondent aux problématiques d'usage d'aujourd'hui, bien différents de ceux d'il y a 30 ans. Et puis, nous découvrirons ensemble le nouveau visage d'Itensia, nouvelle identité visuelle, nouvelle stratégie de marque, nouvelle organisation. Une émission en direct depuis la Jubaudière, le site historique du groupe, une émission en stream, mais aussi en public. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quelques clients ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Merci à eux. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général du groupe, Thierry Le Goff. Bonjour Thierry. Bonjour Vincent, bonjour à tous, à toutes. Alors, ça fait quoi d'avoir 30 ans? Personnellement, merci, ça me rajeunit. Mais effectivement, c'est les 30 ans d'Itensia. Cette année, Itensia fête ses 30 ans. Et nous sommes ici dans les Mauges, région dont Yann Pinault est natif, le président et fondateur du groupe. Et je pense que c'est l'occasion de revenir un petit peu sur l'historique d'Itensia. Et effectivement, après 30 ans, on pourrait raconter beaucoup d'évolutions. Le groupe a évolué. En 91, le groupe est parti de 2 personnes, 100 000 francs de chiffre d'affaires, pour atteindre l'année dernière plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 550 personnes. Donc oui, le groupe a beaucoup évolué. Mais dans la vérité, on fait toujours presque le même métier. La preuve. Voici un poste que les plus anciens d'entre vous reconnaîtront. C'est un poste que Pinault Téléphonie à l'époque reprenait, reconditionnait pour revendre plutôt à des destinations de maintenance. Et voilà ce que reconditionne aujourd'hui Itensia, un smartphone. Alors bien sûr, entre ces 2 produits, il n'y a pas un saut, des sauts technologiques. Et ces sauts technologiques nous ont demandé, à nous Itensia, de nous adapter, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences. Mais malgré tout, notre métier, c'est toujours le même. C'est de reprendre, revaloriser et donner une seconde vie aux produits. Alors qu'aujourd'hui, Vincent, on connaît le métier du reconditionné. Pratiquement, on trouve du reconditionné à chaque coin de rue. C'est vrai. Et pour autant, quand on parle de reconditionné chez Itensia, on parle de notre ADN. Et dans notre ADN est inscrit un reconditionné de qualité, made in France, solution économique, mais aussi innovation écologique. Et si on regarde, effectivement, l'histoire, c'est que à partir du reconditionnement, on a développé le service de réparation pour mieux reconditionner, mieux revaloriser. Du coup, cette réparation, on l'a portée à disposition de nos clients, opérateurs, intégrateurs, installateurs, pour des questions de maintenance. Et puis, 3e activité du groupe, en 2002, nous lançons la distribution avec des premiers partenaires. Certains sont ici. Je parle notamment de Unify, ex-Siemens, Jabra. Et puis, quelques années plus tard, sont arrivés Poly, Epos, Alcatel, Avaya. Et puis aujourd'hui, on est 70. Alors, je voulais juste profiter de ce moment-là pour aussi leur dire merci parce qu'ils sont présents aujourd'hui et ils nous accompagnent aujourd'hui. Voilà. Que de chemin parcouru, vraiment. Que de chemin parcouru, ce n'est que le début puisque 30 ans, c'est aussi l'occasion de changer les choses, de faire évoluer la marque et le groupe en faisant peau neuve. Et dans moins d'une heure, le groupe Itensia changera officiellement de visage. Avec une séquence surprise, émotion et innovation. Et surtout innovation, effectivement. Merci Thierry. Merci. On vous retrouve tout à l'heure avec Clément, le directeur marketing d'Itensia. Donc en fin d'émission, avant ça, place aux partenaires avec qui nous allons évoquer les problématiques de leur marché d'aujourd'hui, bien différents de ceux d'il y a 30 ans. Je vous invite à leur poser vos questions, bien sûr, via le chat. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver pour ce live Itensia spécial 30 ans. Et on commence avec Jabra. Alors, merci d'être avec nous pour ce live Itensia. Alors, tu es la directrice des ventes revendeurs en Europe du Sud chez Jabra. Alors, Jabra, on rappelle, c'est une entreprise danoise. Alors, Jabra, effectivement, c'est une entreprise danoise qui fait partie d'un groupe qui est le groupe GN Audio. Et en fait, on a une particularité dans ce groupe, puisqu'on a une expertise qui est celui de l'audio, du son. Et en fait, on se compose de diverses entités. Une qui est plutôt orientée médicale, où on fait de la prothèse auditive sous le nom de la marque GN Resound. Bien sûr, on opère sous le nom de la marque Jabra, donc avec les outils de communication audio et vidéo
pour les professionnels, Mhm. mais également dans le retail avec des équipements audio pour le sport ou la musique, par exemple. Et puis, plus récemment, en opérant la logistique avec la marque Blue Parrot. Et enfin, encore plus récemment, dans le militaire avec l'entité Falcon. Et je dirais que pour nous, ce qui est important dans toutes ces entités, c'est cette expertise et vraiment, c'est d'avoir mis au cœur de notre stratégie la recherche et les développements, et ce qui nous permet de nous positionner aujourd'hui comme un des leaders européens de solutions de communication audio. Alors, en fait, tes 30 ans d'Itensia, c'était quoi le marché du casque il y a 30 ans? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a 30 ans, je dirais que le marché était foncièrement différent. Alors, bien sûr, on était présent. Hein. J'ai oublié de préciser qu'on a une existence très ancienne dans le groupe GN. Mais si aujourd'hui, c'est un marché porteur, il y a 30 ans, je dirais que c'est un marché qui avait une connotation plutôt négative. En fait, on passait à peine la porte de l'entreprise, puisque le microcasque était vraiment cantonné aux standardistes ou aux centres d'appel, aux agents qui géraient la relation client. Et donc, on était sur un marché plutôt restreint, hein, comme je le disais, à la porte de l'entreprise, on n'allait pas au-delà. Et finalement, on n'avait pas de mobilité puisqu'on était sur des équipements filaires. Et si je devais résumer cette période, je dirais que le téléphone et le combiné étaient les rois. Et ça fait maintenant 30 ans que vous êtes aussi partenaire d'Itensia. Alors effectivement, Thierry l'a rappelé, ils ont démarré la distribution en 2002 et notre partenariat a démarré dans ces années-là. Hein. Ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille aujourd'hui avec Itensia. Et si on se réfère à ce que je viens d'expliquer sur le marché d'il y a 30 ans, on peut dire qu'Itensia était visionnaire en décidant de miser sur le microcasque, puisqu'ils nous ont vraiment accompagnés et ils nous ont aidés à développer ce marché. Alors, ça s'est traduit de plusieurs manières. Hein. Tout d'abord, c'est leur capacité logistique. Effectivement, ils se sont toujours fait fort d'avoir une haute disponibilité de nos solutions, mais également d'investir sur des équipes commerciales, des équipes formées avec des spécialistes, avec des personnes plutôt sédentaires ou des personnes plutôt sur le terrain. Et puis, dernier point, c'est… j'ai oublié le dernier point. Ils ont su accompagner. Je sais qu'ils ont fait preuve d'accompagnement. Le dernier point, c'est qu'ils ont également su nous accompagner au niveau européen, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec Itensia en France, mais pas que. On travaille avec eux en Italie, en Espagne, au Portugal et en Belgique. Et si je peux ajouter un dernier point, c'est que finalement, Itensia, c'est vraiment un distributeur qui a toujours su se renouveler dans ce marché des communications audio et finalement IT. Et ils ont su éviter les crises de croissance et toujours ajouter des offres de solutions qui allaient porter tout ça. Comment vous répondez aux nouvelles problématiques de votre secteur depuis 18 mois, qui est en pleine mutation, hein? Je confirme. Donc, je dirais que chez Jabra, dans le marché en général, on a connu plusieurs temps forts. Donc, le premier, c'est vraiment la mise en place des communications unifiées, c'est-à-dire l'utilisation du PC et du smartphone comme moyen de communication principal. Et je dirais que c'est vraiment ce qui a permis d'asseoir la marque Jabra en Europe, notamment avec le lancement d'une gamme dans les années 2014, qui était la gamme Evolve. Et plus récemment, en 2020, on a fait évoluer cette offre avec la gamme Evolve 2, dont on voit quelques images à l'antenne, bien sûr. Et en fait, ce phénomène des communications unifiées a mis en perspective deux tendances pour nous dans le microcasque. C'est celui de la mobilité, mais également celui de la consumérisation des offres. Et clairement, la crise Covid a accéléré ces deux tendances. En fait, en termes de mobilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, la norme en entreprise, c'est le travail hybride. C'est-à-dire qu'on ne va plus sur son lieu pour exercer son activité professionnelle, mais finalement, on peut l'exercer depuis la maison, en télétravail, en 100% mobilité depuis un aéroport ou depuis une gare. Et nous, en tant que constructeurs, on se doit d'accompagner les collaborateurs dans leurs différents types d'environnements dans lesquels ils vont exercer leur activité professionnelle avec les bons outils pour maximiser également leur productivité. Alors ça, c'est le premier temps fort. Le deuxième temps fort pour Jabra, c'est en 2019. Alors, le deuxième temps fort, effectivement, c'est pour nous un tournant stratégique. Le rachat d'une technologie qui s'est matérialisée par une entreprise qui est Altia Systems, qui nous a permis d'ajouter à notre offre audio la partie vidéo. Et en fait, aujourd'hui, on est en mesure de proposer sur le marché des systèmes de visioconférence pour les petites et moyennes salles qui nous permettent d'optimiser le nombre de personnes que nous allons avoir dans ces mêmes salles de réunion grâce à la technologie 180 degrés de nos caméras. Ah, c'est excellent, vraiment. Ça, c'est top. Tout à fait. Alors, ça s'appelle Panacast.
Alors, effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'augmentation de la bande passante et des réseaux, les attentes des DSI et des collaborateurs est vraiment forte vis-à-vis de la vidéo et de la collaboration. Et on le sait, les réunions en visioconférence permettent d'apporter plus de productivité grâce au langage corporel, au fait qu'on puisse faire passer des émotions, mais également nous implique beaucoup plus dans cette réunion. Ouais, et ça, c'est important, l'implication corporelle dans la réunion, malgré la distance. Est-ce que vous voyez de nouvelles applications émerger? Alors, c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur un marché qui est en pleine mutation. Et aujourd'hui, on se rend compte que grâce à nos solutions de visioconférence, notamment, on arrive à toucher des nouveaux domaines d'activité comme le smart building, puisqu'on est capable de faire de la remontée d'alerte sur le nombre de personnes présentes dans une réunion. Et donc, on peut se dire que ça, ce sont les applications qui émergent aujourd'hui, mais il y a sûrement des applications dont on n'a pas encore connaissance. Et ce qui me fait dire qu'on a beaucoup de chance parce qu'on est encore sur un marché qui va être prometteur, qui va sûrement nous apporter de nouvelles opportunités business. Merci Maud et merci à Jabra d'être partenaire de longue date d'Itensia. On va continuer avec un partenaire qui a eu en tout cas un été chargé. Il s'agit d'Atos Unify. On va remercier une nouvelle fois Maud qui a ouvert le bal des Atos partenaires, qui est juste à côté, bien sûr. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Nassim. Nassim, tu es Head of Channels France chez Atos Unified Communication and Collaboration. Alors, j'ai essayé de le faire en version anglaise. Je ne sais pas si j'ai bien réussi. Très bien, Vincent. Ça va, très bien. Alors, je parlais d'un été chargé. Pourquoi? Car Atos a été le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, qui a orchestré donc avec succès, on peut le dire, les services informatiques des Jeux Olympiques de Tokyo les plus connectés de l'histoire. Et ça a permis effectivement à des milliards de fans dont je fais partie à travers le monde de suivre les compétitions. Nassim, en fait, les 30 ans d'Itensia, alors Atos, sous une forme ou une autre, est au service de ses clients depuis plus de 100 ans. Il ressemblait à quoi le premier poste commercialisé par la société? Alors tout d'abord, je souhaitais un heureux anniversaire à Itensia pour ses 30 ans. Et c'est une très bonne question. Le premier poste en fait, qui a été développé en 1919 par Atos, en fait, c'était une grosse machine qui a été donc inventée par Frédéric Rosenbuhl en 1919. Et c'était une machine en fait, qu'on appelle une trieuse enregistreuse qui servait à faire des statistiques au niveau des assurances pour des épidémiologistes, etc. D'accord, très bien. Le précurseur des grosses machines pour pouvoir faire des calculs un peu complexes. Et maintenant, Atos, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, Atos, c'est un peu plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 100 000 collaborateurs répartis dans le monde entier, donc 71 pays. Numéro 1 au niveau des services de sécurité en Europe et également numéro 1 mondial au niveau du cloud. Alors 2021, on le rappelle, est une année de transition pour la société. L'activité du groupe va se concentrer sur 4 piliers que sont le cloud, le digital, la sécurité et la décarbonation. Vous anticipez les besoins des entreprises dans les prochaines années, c'est pour ça? Alors exactement. En fait, on répond par ces 4 piliers aux demandes de nos clients et des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'automatisation de processus, d'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'on regroupe sur le pilier digital. Le deuxième pilier, c'est le cloud. On en entend parler un peu partout. Mais bon, ça fait un petit moment que ça existe. Ça, c'est les coulisses. En fait, c'est nos plateformes que nous gérons et nous administrons pour nos clients, notamment sur les Jeux Olympiques dont tu parlais justement. Le troisième pilier, alors là, on entend aussi effectivement parler partout, c'est tout ce qui est cybersécurité, notamment avec une explosion du ransomware. Donc, on est là, adossé à nos clients et en support de nos clients pour pouvoir éviter de se faire hijacker ou d'avoir des virus ou autres, par exemple. Et le quatrième point que nous partageons également avec notre partenaire Itensia, bien sûr, qui est la décarbonation. Ouais, très bien. La décarbonation, en fait, c'est quoi? C'est le processus qui nous permet d'éviter de gaspiller, en gros, entre guillemets, la nature et de pouvoir faire de l'IT, développer des solutions, mais en prenant soin de la planète. Ça rentre complètement dans les valeurs du groupe Itensia et c'est pour ça que vous êtes un partenaire fidèle et de longue date. Vous allez en tout cas lancer plusieurs plateformes dédiées pour répondre à ces 4 piliers. Tout à fait, tout à fait. Alors, on lance une plateforme qui s'appelle Unify Office, qui elle aussi a 4 piliers. Et les 4 piliers, on n'a pas été les chercher très loin, c'est les 4 demandes de nos clients. Donc, il y en a 4, c'est la sécurité.
je t'apprends rien. On a tous besoin de sécurité, Ouais. et notamment les entreprises en ce moment. La productivité, de pouvoir faire marcher et refaire refonctionner la machine économique et entrepreneuriale. Les réductions de coûts, donc ça c'est le nerf de la guerre. Si on peut réduire les coûts et pouvoir développer un travail, c'est pas mal. Et pour finir, toujours parler de la décarbonation. Alors la sécurité, en quelques mots, en quelques secondes. On peut prendre le temps. Hein. Pas de souci. La solution Unify Office, en fait, elle est très sécure, entre guillemets. Elle permet d'avoir un cryptage des transmissions avec des chiffrements de 256 kilobits. Que ce soit entre les PC, que ce soit entre les smartphones ou que ce soit entre les tablettes, par exemple. Donc ça, c'est le premier point sur la sécurité. La productivité, pourquoi? Parce qu'en fait, Unify Office, c'est une plateforme collaborative qui permet donc de pouvoir téléphoner, se voir, envoyer des messages, pouvoir collaborer et en plus d'être interconnecté avec votre CRM. Vous travaillez avec les gros acteurs du marché, sans citer leur nom, et ben vous allez pouvoir passer un coup de téléphone directement de leur CRM, par exemple. Vous n'avez pas besoin de sortir du CRM, aller sur votre transmission et faire le numéro de téléphone. Et à titre d'information, il y a un chiffre que j'aime bien rappeler, c'est qu'aujourd'hui, un collaborateur perd une heure par jour plutôt, quand il jongle entre ces différents outils. Donc ça permet de pouvoir donner un coup de boost et d'accélérer au niveau de la productivité. La réduction de coûts, pourquoi? Quand vous achetez une solution de visio, quand vous achetez une solution de messaging, quand vous achetez une solution collaborative et que vous mettez tout ça dans un panier, le panier commence à se charger. La solution Unify Office vous permet d'avoir tout ça dans le même panier avec des gains de productivité et de coûts très très concurrentiels. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir accompagner les entreprises qui recherchent, alors pour cette année, dans la dernière étude que j'ai lue, des réductions au niveau du budget de 8%. Donc on est complètement en phase. Très bien. Pour pouvoir les accompagner. Et la décarbonation, alors ça c'est vraiment quelque chose que vous allez beaucoup entendre. Alors Itensia sont précurseurs parce qu'ils étaient déjà sur ce marché du reconditionné, comme l'a dit tout à l'heure le directeur. Thierry, exactement. Un coup de mémoire. Et donc la décarbonation, pourquoi? Parce qu'avec l'outil Unify Office qui est en full SaaS, donc ça va vous permettre, par exemple, plutôt que de faire une réunion et de vous déplacer à 1 heure, surtout quand vous êtes en région parisienne ou à Paris comme moi, et de pouvoir le faire directement en visio. Donc le calcul est très rapide. Et effectivement, si on veut prendre soin de notre planète et continuer à en profiter pour nous et nos enfants, c'est bien de faire attention à elle. Et vous placez donc comme expert du numérique sécurisé et décarboné. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler pour Unify. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviennent de l'informatique et des télécoms, donc de nos métiers à nous. Mais il faut mettre en regard ces 4% avec le fait aussi qu'entre 15 et 30% peuvent être économisés grâce à l'IT. Donc ça veut dire que si jamais on pousse avec notre partenaire Itensia et avec tous les autres partenaires mondiaux, on est capable de pouvoir avoir des services performants, informatiques, télécoms et en plus, j'allais dire, green, qui prennent soin de la planète et donc du coup de notre avenir. Vous avez une offre de service qui est vraiment intéressante, un portefeuille d'outils qui s'appelle, que vous avez baptisé A2O, c'est ça? Exactement, tout à fait. Vous pouvez nous en parler? Enfin, tu peux nous en parler? Oui, alors, je peux t'en parler. Alors, je ne suis pas le spécialiste, mais je peux en parler rapidement en quelques secondes. En fait, c'est une offre, comme tu l'as dit, A2O, qui permet donc de conseiller en amont les clients avant une solution ou avant un produit, de leur permettre d'avoir les outils les moins gourmands en CO2 et ensuite de leur donner des compensations. Par exemple, je ne sais pas, un avionneur qui fabriquait une aile d'avion, plutôt que la fabriquer comme il y a 5 ans, on va pouvoir la conseiller de l'audit jusqu'aux outils qu'ils vont mettre en place et jusqu'à la compensation carbone pour pouvoir rendre le plus possible cette aile d'avion neutre au niveau carbone. Bon, le meilleur reste à venir pour le groupe. Merci Nassim d'avoir participé à ce live spécial 30 ans. Est-ce que vous voulez un mot pour conclure? Écoutez, en tout cas, je souhaite un heureux anniversaire à notre partenaire Itensia qui nous a gentiment invités. Et voilà, et à fond avec Atos Unify, les offres cloud. Le cloud, c'est l'avenir. Alors, pas depuis aujourd'hui, mais déjà depuis pas mal d'années. Et il faut vraiment qu'on accélère tous ensemble et tout l'écosystème IT. Applaudissements pour Nassim. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant accueillir un fidèle des live Itensia. Il s'agit de Polly.
Voilà, on m'a entendu faire le décompte, c'est normal parce qu'on voulait applaudir Philippe Tessier qui vient de nous rejoindre. 5, 4, 3, 2, 1, applaudissements pour Philippe, bien sûr. Philippe, ravi de te retrouver pour ce nouveau live Vitensia, un live spécial 30 ans. Tu es Distribution Account Manager chez Poly, c'est comme ça qu'on dit? Oui, tu peux dire DICAM, ça va très bien. DICAM, bon bah DICAM, allons-y pour DICAM. Tu as la responsabilité donc, des grossistes pour le territoire français. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que la particularité avec Philippe Tessier, il faut quand même le savoir pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent et qui découvrent Philippe Tessier, il a une vision un peu sociétale de son marché, de son secteur. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on va ouvrir un peu le prisme, en tout cas le spectre de ton secteur, de ton marché. Et ça me fait bien plaisir. Que faisait Poly en 91? Donc déjà, je te remercie beaucoup pour l'accueil. Et puis, très heureux anniversaire à Vitensia, évidemment. Alors, Poly, en 91, n'existait pas. Mais heureusement, on a une histoire quand même, puisque Polycom avait 1 an. Donc, Polycom, à l'époque, réfléchissait à ses premières solutions de sound station qui sont sorties en 1992. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on a encore des sound stations aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui a vraiment duré longtemps dans le temps. Donc, le produit a évolué, évidemment, mais on en a toujours dans notre portefeuille de produits. Il y a encore des gens qui l'utilisent. Et c'est vrai que c'est une vraie signature. On a tout un tas de générations qui ont utilisé ces produits durant leur carrière. Donc, la sound station, c'est vraiment la signature de Polycom. Et puis, au même moment, Plantronics, puisque maintenant, évidemment, Poly, c'est le rassemblement de Polycom et de Plantronics. Plantronics fêtait ses 30 ans, donc juste 30 ans de plus qu'Vitensia. Et alors là, c'est très intéressant parce que, bon, évidemment, Plantronics, c'était encore sur un petit nuage. Ils avaient marché sur la Lune 20 ans plus tôt. Donc, du coup, il y avait toutes ces technologies très avancées qui faisaient la culture de la maison. Et donc, au début des années 90, les ingénieurs essayaient de trouver des solutions pour faire des micro-casques sans fil. Donc, on est passé de la NASA aux micro-casques filaires pour les centres d'appel et la relation client. Et donc, au début des années 90, il ne faut pas oublier qu'on est dans la Silicon Valley. Donc, ça gamberge énormément. Les ingénieurs vont d'une entreprise à l'autre, etc. Et donc, les gars, ce qui faisait briller leur journée, c'était de créer un micro-casque sans fil. Et voilà. Alors, pour dire la vérité, on utilisait à cette époque-là l'infrarouge. Donc, on en est resté sur quelques modèles très lourds, qui avait peu de temps de parole. Donc, c'était les tout débuts. Alors, le micro-casque sans fil, il s'est popularisé un peu plus tard. Mais en 90, c'est ce qu'on faisait chez Plantronics. Ouais, déjà, ça phosphorait. Ça phosphorait, exactement. Alors, avant de parler de l'expérience égale à distance ou au bureau, le thème de ce matin pour Poly, tu souhaites un peu planter le décor. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ta vision un peu globale des choses. Tu souhaites parler d'inclusion sociale. Oui, alors, je vais pas rentrer dans un débat politique, je te rassure, mais je pense qu'il faut que nous regardions, nous les constructeurs, les éditeurs, que nous regardions ce qui se passe dans le monde pour mieux comprendre ce dont ont besoin les gens lorsqu'ils travaillent. Donc, l'inclusion, depuis quelques mois, c'est très à la mode. Donc, il y a tout un tas de phénomènes dans l'histoire récente du monde qui ont fait que l'inclusion a pris de la valeur. Mais l'idée, c'est vraiment de respecter les gens là où ils sont. À titre d'exemple, chez Poly, donc en août dernier, donc il y a juste quelques semaines, il y a 52 de mes collègues féminines en fait, qui ont passé un diplôme qu'elles ont eu et qui leur permet de défendre leur place de femme dans l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, les hommes s'autorisent à couper la parole des femmes en réunion beaucoup plus qu'ils ne couperaient la parole d'un homme. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, même si elle dit quelque chose de très intéressant, il y a toutes les chances, enfin, il y a des chances qu'on lui coupe la parole avant qu'elle ait fini, ce qui arrive moins à un homme. Donc, tu vois, le travail d'inclusion, il n'est pas fini. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui nous regardent et qui doivent se dire, attends, est-ce que je l'ai fait ou pas? Ça permet aussi une petite remise en question. Exactement. Dans notre monde, le monde de l'IT qui est très masculin, je pense qu'on peut se poser la question en rentrant ce soir chez soi ou après ce programme, et les gens se rendront compte qu'ils ont parfois cette attitude, les hommes ont cette attitude. Donc ça, c'est très embarrassant puisque ça coupe évidemment tout l'élan et tout ce que peuvent apporter les femmes en entreprise, par exemple. Donc là, il y a un souci d'inclusion qu'il faut régler. Et puis, un autre exemple, plus de l'actualité d'Vitensia aujourd'hui, j'en parlais un petit peu avec Clément ce matin, il le présentera tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de scoop, je n'ai rien vu, mais il est évident que la nouvelle charte graphique que va proposer Vitensia, il y a eu un travail de réflexion sur comment est-ce que c'est lisible lorsque c'est imprimé. Est-ce que c'est visible sur un écran? Est-ce que quelqu'un qui est malvoyant, qui vient sur un site
le site Itantia et qui veut commander son micro-casque Poly va pouvoir le faire. Et Clément, bien sûr, et ses équipes vont travailler là-dessus. Donc l'inclusion, c'est vraiment s'assurer que chacun d'entre nous puisse donner l'intégralité de ce qu'il est là où il est. Donc, en gros, tu nous dis que c'est un souci, ce souci d'inclusion est présent dans toutes les réunions. Bah, en fait, c'est là le lien avec notre activité à nous qui sommes ici ce matin. C'est qu'on soit constructeur, éditeur ou revendeur. La situation est la suivante. Donc, les réunions, maintenant, avec des gens à distance, le nombre de réunions avec des gens à distance va augmenter, d'accord? Et donc, évidemment, ce désir de s'assurer que chaque participant, quel que soit l'endroit où il est, puisse donner l'intégralité de ce qu'il a à donner à la réunion, ça devient un vrai souci d'entreprise. Et donc, c'est assez intéressant. Il faut vraiment s'attacher à ce sujet et s'assurer que chacun d'entre nous, qu'on soit à la maison, à l'hôtel ou au bureau, on puisse intervenir en réunion. C'est très bien, mais moi, je me pose comme la question, est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux? Alors, ça peut paraître ambitieux, mais… Quelque part. Oui, bah surtout, c'est un beau projet. D'accord? Parce que comme le nombre de gens qui vont travailler à distance va augmenter, il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Donc, il y a plein d'études sur ces sujets. Mais donc, récemment, le Gartner nous dit qu'il va y avoir environ, entre maintenant et 2024, on va aller jusqu'à environ 600 millions de travailleurs dans le monde qui vont travailler à distance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a Sullivan aussi a fait des études. Et Sullivan, ils nous disent, post-Covid, on aura entre 6 à 7 fois plus de gens qui vont télétravailler. Donc, une fois que tu as planté ce décor-là, je t'assure que ce n'est pas ambitieux, parce que les grandes entreprises et les petites, ils vont tous faire en sorte que les employés, lorsqu'ils travaillent à distance ou lorsqu'ils travaillent en entreprise, ils vont s'assurer que ces employés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que si tu n'arrives pas à organiser ça correctement, tu te retrouves avec un nombre conséquent de réunions médiocres. Or, la médiocrité et l'entreprise ne font pas bon ménage, comme on sait. Et par conséquent, je pense que c'est un joli projet, mais il n'est pas ambitieux parce que les gens auront envie et besoin de mettre en place des systèmes de réunion adéquats. Alors, pourquoi le retour de cette actualité? Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? C'est la question que je me posais et qu'on s'est posée ensemble en préparant cette émission. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup depuis 18 mois, le retour de cette actualité? Non, parce qu'en fait, ce qui change… Alors, évidemment, donc, comme dans toute crise, les premières journées après la crise, on essaie de trouver des solutions qui font bon an mal an affaire, mais ça ne répond pas à tout. Bon, donc pendant la crise, les entreprises ont trouvé des solutions. Mais entre autres, donc, la visioconférence. Sauf que à ce moment-là, chacun d'entre nous était dans la même posture. D'accord? Donc, c'était plutôt inclusif puisqu'on était tous chez soi et il y avait peu de différence entre les intervenants. Bon, mis à part quelqu'un qui avait peut-être un mauvais réseau ou quelqu'un qui avait du mauvais matériel, d'une certaine façon, on était tous chez soi. Donc, cette notion d'égalité en réunion, elle était là. Aujourd'hui, avec des gens qui vont retourner au bureau, mais pas tout le monde, on va trouver un système un peu plus inégalitaire où, malheureusement, lorsqu'on est ensemble dans la salle de réunion, 3 ou 4 personnes et 2 ou 3 personnes à distance, on a tendance à créer un noyau dur pour les gens qui sont ensemble, d'accord? Et du coup, on oublie un peu les gens à distance. Et du coup, si on oublie les gens à distance, on tombe dans ce modèle de réunion un peu médiocre. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va avoir maintenant, des gens qui viennent au bureau, mais tout le monde ne vient pas au bureau. Donc, le nombre de réunions, si tu veux, avec des gens à distance, va augmenter de façon exponentielle. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On fait quoi alors? On fait quoi? On n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si on veut vraiment que les gens participent pleinement, donc l'entreprise veut tirer le meilleur de chacun de ses employés, il va falloir s'équiper avec du matériel adéquat. D'accord? Donc, à titre d'exemple, tu vois, hier sur Zoomtopia, on a lancé la Poly Studio X50. Donc, c'est un équipement qui est très simple finalement. C'est une barre collaborative. Qu'on voit à l'antenne. C'est une barre collaborative, voilà, super. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilise maintenant l'intelligence artificielle. Et donc, cette barre collaborative, elle va faire l'apprentissage de la salle dans laquelle on l'installe. D'accord? Et très vite, elle va apprendre à repérer les gens. D'accord. Elle va s'exercer à repérer les gens et donc avec le temps, elle va devenir de plus en plus intelligente. Elle saura prendre les gens au bon endroit, les fixer, de telle sorte que lorsqu'on est à distance, on n'a pas uniquement une grande image avec des petites têtes d'épingle et on ne sait pas qui dit quoi. À chaque fois, on va avoir un gros plan sur l'intervenant pour s'assurer qu'on entend bien ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer que les intervenants, quel que soit l'endroit où ils sont, soient vus de la même manière. Alors, je sais que chez Poly, vous portez une attention particulière à l'usage de la vidéo. Pour autant, tout le monde n'a pas de solution vidéo sous la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, c'est vrai, là, on a utilisé beaucoup la vidéo parce qu'on était chez soi, Bah on oui, avait sa petite webcam, c'est ça. etc. Mais maintenant, quand on va rentrer dans l'entreprise, aujourd'hui, le taux de salles équipées avec de la vidéo en France, il reste faible. Par contre, on a beaucoup de salles qui sont équipées avec des haut-parleurs. Là, je dirais qu'il va falloir s'assurer que la tonalité de la voix prenne sur l'image. Donc, la vidéo sans son, ça ne marche pas bien. D'accord, tu vois? Par contre, si tu as le son, mais pas Il le fait l'image, bien. Hein. Quel jeu d'acteur. si tu as le son, mais que tu n'as pas l'image, tu peux quand même communiquer. Ouais, c'est vrai. D'accord? Et donc, l'idée, là, c'est vraiment de s'assurer qu'on va utiliser les équipements adéquats pour que la tonalité de ta voix prenne le dessus et que tes messages soient bien transmis. J'ai un exemple quand même assez… Enfin, un exemple que j'aime prendre parce que j'écoute beaucoup la radio. Et pour moi, un bon programme de radio, c'est le programme où tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu regardes le poste de radio. D'accord? Ça peut paraître bête, mais tu regardes ce qui se passe. Eh bien, il faut en réunion le matériel adéquat de telle sorte que tous les intervenants soient écoutés et que tu aies un vrai niveau de participation de tous les gens dans la réunion. Sinon, tu perds ton audience. Si la qualité audio n'est pas bonne, tu perds ton audience. Donc, une émission de radio ne veut pas perdre son audience. Et moi, quand j'interviens en réunion, je ne veux pas perdre mon audience. Donc là, par exemple, tu vois, on a le Voyageur 4300, qui est un micro-casque Bluetooth qu'on a sorti cet été. C'est notre micro-casque entrée de gamme. Et pourtant, déjà sur l'entrée de gamme, il est équipé du noise block. Et ça, si tu es chez toi, ton chien aboie, les gens à distance n'entendront pas ton chien. Et ça, que ta voix soit entendue et rien d'autre autour de toi, ça contribue à ce que tu puisses participer pleinement à la réunion. Ah, tu nous dis en gros que c'est la technologie qui crée l'atmosphère. C'est ça en fait. Ah, mais c'est sympa. Je n'aurais pas dit mieux. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut s'assurer qu'on mette bien la bonne technologie en place, de telle sorte que ces meetings soient de vrais meetings où on rencontre les droits de chacun. Nos amis de Zoom, par exemple, et de Microsoft, alors je vais reprendre mes notes pour ne pas écorcher leurs produits. Sur Zoom bosse sur le Art Gallery, okay? Zoom Art Gallery, et Microsoft, ils bossent sur ce qu'ils appellent, ils appellent ça Microsoft Teams Front Row. Donc, en tant qu'éditeur, ce qu'ils essayent de faire, et nous on les accompagne parce qu'ils ont besoin de nos périphériques pour que ça fonctionne, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est que tous les intervenants puissent vraiment prendre la parole. Donc, c'est assez simple finalement. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Applaudissements pour Philippe Tessier. Et merci pour ces nouveautés. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à un partenaire fournisseur mondial de services et solutions de communication, de réseau et de cloud pour entreprises. On aurait tendance à l'appeler Alcatel, mais ça fait quand même 6 ans que la société s'appelle désormais Alcatel-Lucent Enterprise. Bonjour Youb, tu es Senior Channel Sales Manager. Applaudissements pour Youb. Bonjour. Et applaudissements pour Sylvain, Senior Vice President ALE, parce qu'on peut dire, aussi Alcatel-Lucent Enterprise ou alors ALE. C'est ça. Très bien. Alors, Youb, il y a 30 ans, ça ressemblait à quoi le marché des télécoms? Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités à célébrer les 30 ans d'Itantia. Hein. Beau parcours pour cette société en 30 années. Et puis, je pense que c'est l'année des trentenaires, puisque moi, ça fait 30 ans que je suis chez Alcatel-Lucent. Ah bah très bien, on va péter voilà, les anniversaires ensemble alors, après. Exactement. Et puis, pour revenir à ta question, le marché des télécoms, il y a 30 ans, c'est-à-dire dans les années 90, c'était d'abord un seul ou un principal usage qui est la téléphonie. Toutes les sociétés utilisaient ou voulaient se rapprocher ou abolir les frontières avec l'aspect téléphonique, basé sur des technologies analogiques ou numériques, et puis surtout portées par des systèmes propriétaires. Et c'est ça ce qui faisait un petit peu la problématique de cette année-là, de ces années-là, c'est des systèmes qui n'étaient absolument pas ouverts. Donc, j'ai participé au début des années 90 à monter un nouveau système propriétaire. À l'époque, c'était vraiment la référence à la gare du Nord. Et quand je suis arrivé, il y avait encore sur 100 mètres carrés, imaginez-vous, sur 100 mètres carrés, un système crossbar. Vous savez, les fiches qu'on ouais, complètement. Et qui remplissait toute la salle et nous on arrivait avec un truc tout petit. Donc, à l'époque, déjà, c'était une révolution au niveau des systèmes. L'autre point, c'est vraiment qu'on était dans des silos. Les organisations étaient organisées en silos et donc on avait du mal à communiquer ou à échanger les données ensemble. Et ça, c'était aussi
le système d'information des années 90. Et puis, côté données, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux, etc., bon, on était déjà le fax. On connaît tous le fax. On avait évidemment le modem pour se connecter un petit peu de données. Et puis le fameux Minitel. Vous vous souvenez de ce Minitel qu'on a tous connu avec ses pixelisations, etc. Et donc c'est ce qu'on avait. Et puis arrivé de plus en plus la mobilité. Et là, sur la mobilité, c'était le début des téléphones portables. Et quand je vous dis les téléphones portables, donc c'était le début des GSM, la 2G qui est arrivée. Alors, je ne parle pas des gros radiocoms là qu'on avait du mal à porter, mais vraiment du télécom qui portait 300, 400 grammes et qu'on pouvait téléphoner. Mais c'était le balbutiement de la télé. Et j'aimerais, parce qu'on va découvrir en fin d'émission le nouveau visage, la nouvelle identité visuelle d'Itantia, j'aimerais qu'on mette à l'antenne l'ancien logo d'Alcatel et qu'on mette après le nouveau. On l'a aperçu, bien entendu. Ça, c'était le logo, c'est disons qu'il y a 30 ans, hein, on est d'accord. Et maintenant, nouvelle évolution avec… c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, le nouveau logo Alcatel Lucent Enterprise. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir l'évolution de la société. Quels sont les déclencheurs de l'évolution des télécommunications selon vous? Alors, ils sont multiples. Les déclencheurs de la téléphonie, de l'évolution des télécoms, c'est d'abord un marché. C'est un marché qui s'est changé, qui a une demande mondiale, pas seulement en France, de télécom, de rapprocher, d'aboutir les frontières. Et bien sûr, la téléphonie, la parole, etc., était le premier marché. Ensuite, il y a eu la révolution de la concurrence, l'ouverture à la concurrence des opérateurs. La privatisation de France Télécom qui a donné un boom aussi à ce marché-là. Ouais. Et puis, bien sûr, le bond technologique. Alors ça a été le déclencheur, je dirais, numéro 1. On a tous connu l'Internet et l'IP qui sont arrivés à ce moment-là dans les années 90. Alors bien sûr, l'Internet, ça a commencé bien avant, mais c'était dans le domaine de la défense, c'était un petit peu dans le domaine de la recherche. Et puis, le 6 août 1991, il y a eu le premier site web au Centre européen de la recherche nucléaire. Et ça a été vraiment la première approche. Dans les années 94, on a eu 10 000 serveurs qui capitalisaient 10% du trafic au niveau Internet, 10% du trafic web, du trafic Internet et du trafic web. En 95, une année après, ça a doublé. On est passé à 20% du trafic. Donc là, ça a été vraiment l'évolution. Et Alcatel Lucent Enterprise a vraiment accompagné cette évolution puisqu'on a été toujours innovateur et nous avons toujours proposé des solutions innovantes pour accompagner ces besoins. Téléphonie, on parle de IP, on a parlé de téléphonie sur IP. Alcatel Lucent a été l'un des premiers acteurs à mettre en place la téléphonie sur IP. On s'est adapté à tous les médias, les protocoles de transport, que ce soit le frame relay, que ce soit l'ATM. On a toujours proposé des systèmes de téléphonie sur frame relay, des téléphonies sur ATM. Puis l'ADSL, pour connecter justement l'Internet, nous avons été, Alcatel Lucent Enterprise, l'inventeur de l'ADSL pour pouvoir développer cette activité et donner le souffle que l'on connaît aujourd'hui. Donc vous êtes à la pointe de l'innovation. Hein, à la pointe de l'innovation sur ces technologies. On va pas se mentir, on va se dire la vérité, on est entre nous. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, les systèmes étaient propriétaires. Donc, ce qui est importé aujourd'hui dans la deuxième vague, c'est d'ouvrir ces systèmes. L'IP l'a permis, même si Alcatel Lucent, avec des systèmes propriétaires, toujours dans l'innovation, a développé des protocoles pour pouvoir interagir avec d'autres systèmes autres que Alcatel. On se souvient tous du protocole ABCF, qui a été vraiment le moteur dans l'ouverture. Donc, tous ces systèmes-là, pour connecter ensemble. Et puis, est arrivé le monde du tout connecté dans lequel on est aujourd'hui, la mobilité que l'on connaît particulièrement, et puis, surtout aussi un point très important qui n'est pas technologique, mais l'adaptation de notre modèle de vente au modèle indirect. Et ça avec des sociétés comme Itantia qui nous ont permis de développer cette approche, d'apporter ces nouvelles technologies sur le marché et d'être pérenne sur ce marché puisque ça fait 30 ans qu'en France, on a toujours les mêmes parts de marché, à peu près 50%. Sylvain, comment vous voyez chez ALE le marché des télécommunications à terme? Alors, sans boule de cristal, mais globalement, on est dans une vague où la digitalisation arrive de plus en plus, on dématérialise de plus en plus les différentes technologies. On a vu avec Cube différentes technos, on est passé d'analogique au numérique et maintenant on passe à la côté digital en fait, des technologies et des solutions avec des outils et des devices qui se démultiplient, le PC, le téléphone mobile, le véhicule connecté de plus en plus et toute cette approche-là est dans une situation où
l'idée n'est plus de rentrer dans le silo, comme on l'expliquait précédemment, mais de casser les silos. On va venir communiquer, partager à travers des applications, et plusieurs applications même au niveau du PC. Ce qui fait qu'on n'a plus une seule manière de communiquer. J'ai bien aimé l'intervention précédente où on disait qu'on était dans une dynamique de productivité, de qualité, de service. Eh bien, on est vraiment dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Et je pense que dans les années à venir, on va aussi avoir tout le côté de l'intelligence artificielle qui va arriver. On va avoir également cette capacité à communiquer de la façon dont on le souhaite, au moment où on le souhaite, avec de la qualité des outils qui vont être appropriés à ce qu'on veut faire passer comme message. Par exemple, pendant cette dernière année, le SIRH a été extrêmement sollicité. Le SIRH a demandé d'avoir des solutions, d'intégrer dans son SIRH un système de communication, de mettre du synchrone, de l'asynchrone, du chatbot, de passer du chatbot à la communication. Et si on sentait une difficulté à communiquer, passer sur de la vidéo. Parce que justement, ce lien social est extrêmement important et d'autant plus maintenant. Et demain, le sera encore plus. Donc, c'est là où aujourd'hui, on voit cette évolution du marché. Et l'évolution du marché est aussi d'être dans une capacité à interagir avec les différentes solutions. On parle de software, mais on parle également de cette capacité hardware des solutions. Et ça, c'est super important parce que ça va permettre l'accélération des communications, mais également cette capacité aussi à être dans une mobilité extrême, une flexibilité et une agilité autour de la communication. On parle de la communication, mais sans réseau, sans infrastructure, on ne peut pas communiquer. Donc le Wi-Fi également est extrêmement important et tous les services associés au Wi-Fi. Je parlais avec un partenaire d'Itantia aussi qui était sur la visioconférence et notamment aussi l'évolution du marché autour du wayfinding. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est la qualité de service qu'on va apporter à des utilisateurs à travers des applications. Eh bien, tout ça, l'application devient de plus en plus intelligente et prédictible. Ça, c'est l'avenir. Il nous reste 2 minutes. Dernière question, comment vous prévoyez d'y répondre? En étant le plus ouvert possible. Notre objectif, c'est de pouvoir s'intégrer dans l'ensemble des applications métiers de l'entreprise, d'être sur des approches verticalisées, d'être sur une dynamique aussi d'ouverture vis-à-vis d'autres éditeurs. On travaille beaucoup dans l'intégration avec Teams. On travaille de plus en plus avec Google Talk, de façon à pouvoir mixer les technologies, mixer les éditeurs logiciels et en proposant une infrastructure, parce qu'on a la chance chez ALE de pouvoir proposer des solutions end-to-end de l'infrastructure jusqu'aux applications qui sont dédiées et spécifiques au marché verticaux. Merci en tout cas à tous les deux. Merci d'avoir rappelé que l'expertise partenaire est clé dans l'évolution d'une société. Applaudissements très important. Pour Youb et Sylvain. Merci. On va maintenant parler de cybersécurité. Et de retour sur le plateau du Live Itantia pour ces 30 ans avec Philippe de Thales, qu'on va applaudir s'il vous plaît, parce qu'on a la chance d'avoir un public aujourd'hui. Alors, tu es Regional Channel Sales Director Digital Identity et Security chez Thales Cloud Protection and Licensing, la business unit qui fait partie du groupe français Thales. C'est ça. Voilà, et je l'ai fait en appeler. Voilà. Là, je suis obligé là quand même. Hein. On va parler de cybersécurité avec toi, Philippe. La cybersécurité et les cybermenaces sont une constante depuis déjà plus de 50 ans. C'est familier chez nous, hein, que ce soit pour la vie personnelle, on a parlé il y a un instant, et professionnelle. À l'époque, c'était réservé à qui? Alors à l'époque, c'était réservé à certains métiers et à la défense, mais en fait, l'entreprise était, elle, concentrée sur la sécurité périmétrique. Elle s'occupait de sa passerelle VPN. Mais néanmoins, il existait déjà, on parlait déjà de cybersécurité, on parlait de chiffrement. La taille des clés était certes plus petite, mais on en parlait déjà pour certains métiers. Et il y avait aussi le fait qu'il existait un écosystème d'authentification sur la signature numérique qui était déjà naissant et très fort. Et il y avait aussi l'arrivée de l'authentification multifacteur dans les années 90. Donc on était déjà, on baignait déjà dans la cybersécurité. Comment la cybersécurité transforme l'entreprise? Alors aujourd'hui, elle la transforme forcément parce que c'est la une des journaux. Il y a des attaques, cyberattaques tous les partout, jours. Les hôpitaux, hein. Absolument. La population est concernée déjà à titre personnel, puisqu'il y a déjà eu des hackings sur les réseaux sociaux. Après, elle le voit dans la presse. Donc la pandémie et la
la cybersécurité se sont liés ensemble pour transformer le comportement de l'utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur, il a compris que pour travailler à distance, ce qui était obligatoire, il devait effectivement s'authentifier plusieurs fois et chiffrer ses données. Donc, il y a eu une aide, en fait, une accélération du comportement de l'utilisateur. Et Thales avait des offres, justement, pour faciliter cette transformation et pour aider en souplesse à ce que le travail à distance soit possible de par les solutions. Voilà, merci pour vos petits messages là sur le chat. C'est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez à la fois le son et l'image sur le chat? N'hésitez pas. Oui, oui, pouce levé, super, merci. Et nous sommes avec Philippe qu'on va réapplaudir parce que ça nous fait plaisir. Merci. Il a été coupé en plein élan. On était sur la biométrie. Oui, donc je disais que la biométrie, que ce soit l'empreinte ou la reconnaissance faciale, va venir aider toutes ces solutions d'authentification. Je terminerai en disant que ça fait 2 ans qu'on est partenaire avec Itantia, qu'on est très heureux d'être là pour les 30 ans d'Itantia et qu'on va aller avec eux vers cet avenir qui est de contrôler, de chiffrer et de protéger les données et surtout d'authentifier les gens aussi. Voilà. Et on va applaudir Philippe, s'il vous plaît. Merci à Philippe et merci à Thérèse d'être avec nous pour fêter les 30 ans d'Itantia. Place maintenant à l'un des leaders mondiaux de la technologie audio et auditive. Et de retour sur le plateau du live Itantia, pardon. 1000 excuses pour ces bugs techniques, ce sont les aléas du direct. Je n'ai de cesse de le rappeler, mais ça fait partie aussi de ces émissions en stream que nous faisons en direct ici sur le site historique d'Itantia, la Jubaudière. Et on va applaudir maintenant Axel d'Ipose, s'il vous plaît. Alors, on dit Epose, Ipose, comment on dit? Alors, au niveau corporate, on doit dire Ipos. Ipos, ok, très bien. Qui a vu le jour en 2019, qui fait partie du groupe Dement, qui propose des solutions et des services pour aider les gens à se connecter et à communiquer. C'est un groupe présent dans plus de 30 pays avec plus de 16 000 collaborateurs. Tu es Sales Director South Europe chez Ipos. C'était comment pour le groupe Dement il y a 30 ans? Il y a 30 ans, le groupe Dement avait déjà 80 ans de vie dans le domaine de la prothèse auditive et du diagnostic de problèmes acoustiques. Donc, l'entreprise était déjà pratiquement leader du segment dans l'audiologie et des appareils de mesure acoustique. Et depuis ces 30 ans, les synergies se sont agrégées pour arriver vers les communications qui ont démarré dans les années 2006-2007. Alors, quelques jours après l'annonce du premier confinement, on a vu les entreprises et les salariés se ruer littéralement sur les microcasques. Ils ont acheté tout ce qui était possible, disponible sur le marché. 18 mois plus tard environ, comment a évolué la demande sur ces solutions? Alors effectivement, on a été aux premières loges, nous, pour voir l'effet de la pandémie par rapport aux équipements des entreprises. Alors, on est passé d'un mode d'urgence, parce qu'évidemment, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde était logé à la même enseigne, confiné à la maison. Aujourd'hui, les entreprises, depuis quelques mois et même depuis fin d'année dernière, sont parties dans une réflexion plus globale et moyen-long terme par rapport à l'équipement des salariés, par rapport à l'environnement de travail. Donc, il y a une analyse qui est aujourd'hui un peu plus poussée parce qu'elle englobe pas simplement la partie équipement. Évidemment, c'est une réflexion globale de l'entreprise au niveau du management, des coûts de structure et évidemment de l'équipement informatique et des solutions UC. Alors, comment les outils de collaboration virtuelle répondent aux besoins des entreprises modernes? Alors nous, on vient s'interconnecter avec les produits que nous fabriquons, que ce soit dans le domaine de microcasques, solutions d'audioconférence ou visioconférence. On est interconnecté avec les solutions logicielles du marché. Donc nos solutions, elles viennent pour que cette expérience soit complète et totale pour le salarié et l'utilisateur, puisqu'évidemment, dans cette phase de transition un peu digitale des entreprises, il va falloir évidemment un matériel adapté, certifié par rapport aux solutions, toujours dans le but d'augmenter la qualité des communications, qui devient quand même un point clé pour les entreprises, notamment en matière d'audio et de capture micro, et comment on peut appréhender un environnement qui peut être divers et varié. Ouais, donc, vous adaptez aussi aux environnements de travail hybride. Hein, ça. Ça, on était déjà très avancé sur le sujet et évidemment, les technologies avançant, on arrive aujourd'hui à appréhender beaucoup mieux quelque environnement de travail que ce soit. L'intelligence artificielle, l'anti-bruit actif au sein des solutions permettent aujourd'hui de combler toutes les demandes, puisqu'on arrive aujourd'hui presque à faire du sur-mesure pour chaque profil d'utilisateur. Alors, le confinement a positionné l'audio au cœur de la collaboration des entreprises. En quoi la qualité
sonore des communications est elle aussi devenue aujourd'hui un sujet sociétal de santé et de bien-être au travail? Alors, il y a deux volets par la partie qualité de communication. Si on se met sous le prisme du décideur, lui, évidemment, il va vouloir avoir une efficacité augmentée de ses salariés, évidemment, avec ses nouvelles façons de travailler, à distance ou à demeure. Après, quand on se place aussi du point de vue du salarié, il y a évidemment beaucoup de choses à prendre en compte, l'environnement de travail et la qualité des communications fait foi. Donc, évidemment, on a tous participé à des réunions, souvent parfois catastrophiques au niveau de l'audio, où on ne se comprend pas, où on perd de l'information. Et le challenge pour les entreprises aujourd'hui, c'est de ne plus perdre d'informations, de maintenir une productivité, une efficacité et le bien-être des salariés. Parce que le bien-être des salariés n'était pas forcément dans les réflexions il y a quelques années, mais aujourd'hui, on est obligé de prendre ça en compte, puisque, encore une fois, le sujet du travail hybride ou du télétravail devient un sujet sociétal et pas simplement d'équipement. Alors, pour les entreprises, l'équipement des télétravailleurs pose un enjeu de financement. On ne va pas se mentir, ça vient compliquer la gestion des matériels dits nomades qui impose le plus souvent un suivi à distance. Est-ce qu'il faut que les entreprises reconsidèrent leur façon d'acheter et de gérer ces équipements? Oui, parce qu'auparavant, on peut mettre un coup de rétroviseur sur les années précédentes. On a toujours été vu en tant que constructeur, nous, de périphériques audio comme un produit qui était potentiellement accessoire. Aujourd'hui, on vient un appareil qui est nécessaire pour les communications. Et pour les entreprises aussi, il y avait effectivement des enjeux financiers qui n'étaient pas prévus dans la période pré-Covid et qui aujourd'hui, de fait, entraînent une accélération de la digitalisation ou de la transition et de la révolution numérique au sein des grands groupes et même du SMB. Aussi parler des petites entreprises. Et pour ça, soit il y a une méthode de financement qui va évoluer, avant de partir sur les achats plutôt secs. Donc aujourd'hui apparaissent des solutions de leasing pour permettre d'équiper avec des meilleurs produits, évidemment pour les lisser, pour faire des méthodes d'amortissement, ce qui n'était pas le cas auparavant pour nos solutions. Et aussi évidemment une vision à long terme, où on préfère aussi rafraîchir son parc tous les 3 ou 4 ans pour rester à la pointe de la technologie. Et au niveau des utilisateurs, il y a aussi un challenge aussi pour les divisions RH des entreprises qui, pour recruter les nouveaux talents, se doivent aussi de fournir du matériel de haute qualité, puisque les jeunes générations sont plutôt sujettes à être très, très orientées technologie, ce qui n'était pas le cas des réflexions RH il y a encore une dizaine d'années. Bon, ce que je comprends de ce que tu dis, il faut que les entreprises travaillent sur cette culture du bien-être. Oui, le bien-être et surtout la prise en compte de l'environnement de travail du salarié, à qui on demande beaucoup de choses aujourd'hui et qui doit s'adapter automatiquement à ces nouvelles méthodes de travail. Donc nous, on a aussi un petit message qui est autour de la résilience opérationnelle. On n'est pas simplement sur donner des équipements des salariés, on est aussi sur recréer aussi des nouvelles méthodes de management, comment gérer des personnes qui travaillent à distance, comment les maintenir motivés et avoir cet esprit d'entreprise. Ça passe évidemment par les outils qu'on leur met à disposition, par les formations qu'on va évidemment leur proposer pour l'accompagnement dans cette transition digitale. Et évidemment, nous, la partie, le dernier maillon de la chaîne, qui est celui de la communication, nous incombe, et c'est à nous aussi d'être proactifs, d'accompagner nos partenaires comme Itantia, comme les clients d'Itantia, pour à chaque fois essayer de trouver les meilleures solutions adaptées aux besoins des clients. Et sur la partie, on va dire, digitalisation, ça nous a aussi certaines activités, notamment tout ce qui est amélioration du contenu digital, puisque désormais on a partagé beaucoup plus en digital qu'en présentiel après cette pandémie. Donc là aussi, pour les entreprises, il y a une vocation à amener le plus d'outils possible pour les salariés, pour les amener encore une fois à l'adoption totale de ces nouvelles solutions de télétravail, de solutions de téléphonie sur PC ou de travail collaboratif. Donc notre rôle, c'est évidemment d'apporter notre pierre à l'édifice de cette modification globale du monde du travail. Alors justement, quelles solutions apportez-vous chez EPOS ? Alors, nous, sur la partie produit, on va évidemment proposer un panel complètement large, permettant de pallier à tous les besoins, tous les profils d'utilisateurs, quel que soit l'environnement, quel que soit le besoin. Toujours évidemment certifié sur les solutions constructeurs logiciels qui, évidemment, sont la pierre angulaire de toute cette brique de communication unifiée. Au niveau des périphériques audio, vidéo, sur la partie vidéo, on essaie d'être, nous, un peu différenciants. On propose plutôt des bars collaboratifs qui intègrent directement une plateforme Teams intégré pour que justement en un bouton, en appuyant sur une touche, on participe directement à la réunion, que le PC ne sera plus obligatoire à emmener en salle de réunion. On travaille aussi sur des produits comme des outils de transcription simultanée de réunion, parce que c'est ce qui manque aussi, éliminer le fait qu'une personne soit dévouée à écrire tout ce qui se passe pendant la réunion. Donc on a des outils, l'intelligence artificielle arrive, et donc on part sur ces technologies-là qui vont permettre de la traduction simultanée, de la transcription en simultané de la réunion, pour encore une fois faire que l'expérience utilisateur et des utilisateurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur notion de technologie, soit toujours optimale, parce que sans cette adoption, ça pourra évidemment biaiser complètement toute la transition digitale que souhaite faire une entreprise. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'espace de travail de demain ?
Alors, l'espace de travail de demain va pouvoir évidemment et va évoluer. La transition qui est en place aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière, il faut se le dire au moins honnêtement. Après, il y aura différentes options possibles pour les entreprises. Évidemment, le flex office, le fait de pouvoir être un peu au travail, un peu au bureau, mais il y a aussi l'environnement de travail qui va pouvoir aussi évoluer. On a vu des grandes maisons hôtelières se déclarer comme candidat pour héberger aussi des espaces de coworking. Ouais. Donc, il y a une modification qui n'est pas simplement d'entreprise, elle est structurelle, globale, sociologique. Et là, évidemment, le travail de demain reste à réinventer. Et nous, on sera là en tant que constructeur pour aider justement à cette réinvention du monde du travail de demain, qui soit à la maison, à distance. Et il y aura aussi une modification, on va dire, de lieu de vie, puisqu'on voit que les grandes villes vont aussi peut-être perdre certains habitants qui vont pouvoir désormais travailler d'un peu partout. Donc, encore une fois, on reparle d'amélioration de conditions de travail et d'épanouissement des salariés. Eh bien, merci beaucoup, Axel. Applaudissements donc, pour Axel. Merci d'avoir été l'invité de ce live Itantia spécial 30 ans. Et avant de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle Itantia, nous allons terminer ce tour d'horizon des partenaires avec Lenovo. Et ce sera donc notre dernier partenaire ce matin pour ce live Itantia avec Sébastien Brulé et Fabien Prince de Lenovo. On peut les applaudir très fort. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes tous les deux responsables de la BU Smart Collaboration France chez Lenovo. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Itantia. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre marché il y a 30 ans? Tout d'abord, bon anniversaire à toute l'équipe. Pour ma part, j'ai le plaisir quand même de travailler avec Itantia depuis un petit moment, sous 2 marques. Donc, c'est toujours un vrai plaisir d'être là. Il y a 30 ans, on était au début du PC, on était au début du portable, on était au début de l'industrie informatique avec IBM. Lenovo a 37 ans, donc on n'est pas très loin de l'âge d'Itantia. Et puis on avait l'arrivée du PDF et de l'imprimante jet d'encre. Donc, ça a un peu changé par rapport à aujourd'hui. Depuis, on a un incubateur interne chez Lenovo qui nous permet aussi d'être au devant des technologies et des trends de marché. Et les Smart Collaborations viennent de cet incubateur, vu que ça fait 7 ans qu'on a été créé en interne. Et nous avons lancé la BU il y a maintenant 3 ans et demi pour avoir une offre totalement complète Lenovo. Très bien. Comment Lenovo répond aux attentes du marché de la collaboration, Fabien? Comme l'a dit Sébastien, aujourd'hui, dans les enjeux côté Lenovo, c'est évidemment l'innovation. Donc, un incubateur créé il y a 7 ans, une BU créée il y a 3 ans. Ça donne lieu aujourd'hui à une équipe dédiée en Europe de plus de 25 personnes pour développer ce business. Évidemment, Lenovo reste un industriel, donc c'est aussi sa grande force, puisque grâce au fait de disposer de nos propres usines, on est aujourd'hui beaucoup moins touché par les problématiques industrielles. Et ça nous permet aussi de livrer nos clients en France, en Europe et partout dans le monde. C'est un élément essentiel. Le dernier sujet, c'est évidemment tout ce qui concerne les partenariats. Donc aujourd'hui, on fête les 30 ans d'Itantia et c'est aujourd'hui un partenaire très important qui est en France, qui nous accompagne dans l'intégration du visuel. Et on compte vraiment sur les équipes d'Itantia pour nous aider sur le développement de nos solutions. Oh, vous pouvez compter sur Itantia, alors vous pouvez leur faire confiance. Quelle est la vision du marché de la collaboration selon Lenovo, Sébastien? Selon Lenovo et selon nos partenaires, il y a à peu près un potentiel monde de 100 milliards de dollars par an sur les 5 ans à venir sur l'ensemble de la collaboration. Donc c'est un marché avec un potentiel énorme. La manière, tous nos confrères l'ont évoqué au préalable, les manières de travailler ont changé et ne reviendront pas en arrière. Donc, ça amène 4 sous-segments de marché avec toute la collaboration individuelle, le télétravail, les solutions hybrides, la partie solution de salle dédiée, le Bring Your Own Device, le BYOD, c'est quelque chose qui est très court terme et il faut faire un peu attention par rapport à la valeur que l'on veut apporter aussi à nos partenaires. Il va falloir que les partenaires continuent avec nous d'éduquer les clients, parce que les clients ont besoin d'accompagnement sur toute l'offre de services. Aujourd'hui, on a de l'intégration qui est hyper importante. On a des solutions qui sont toutes intelligentes, des accessoires, des périphériques qui sont tous intelligents, qui vont évoluer avec le temps, mais il faut que l'intégration et le déploiement soient très bien faits. Et ça amène après les entreprises qui vont changer aussi leur méthode et leur mode interne. Par exemple, Michelin, qui est un de nos partenaires, a réduit fortement ses OPEX et ses déplacements internes grâce aux solutions, notamment Microsoft Teams, et à amener d'autres manières de travailler en interne que ce qu'ils avaient au préalable. Alors, et comment, justement, Lenovo va répondre à ces nouveaux enjeux?
Alors, on sait qu'aujourd'hui, le principal enjeu de la collaboration, c'est de faire tomber les distances. On sait tous très bien qu'en France, on aime beaucoup la machine à café, qu'on apprend beaucoup de choses au travers de ce modèle de communication très franco-français. Et on a un enjeu, c'est de faire en sorte d'essayer de retrouver un usage assez proche. Et c'est pour ça que Lenovo s'attache particulièrement à développer des produits qui soient très simples à utiliser, qui permettent d'augmenter la production pour les utilisateurs et de répondre à des enjeux très divers, comme des crises sanitaires qu'on a traversées, de pouvoir répondre très rapidement. Donc ça, c'est véritablement un des enjeux pour Lenovo. Ensuite, on a évidemment tout ce qui est innovation qui est en train d'arriver, parce que Lenovo continue à innover, et on est en train aujourd'hui de rajouter des éléments complémentaires qui vont permettre, comme la reconnaissance vocale, de pouvoir piloter les salles grâce à la voix. Donc ça, c'est ce qui devrait arriver à plus court terme. Et puis, on a de plus en plus aussi des notions de bâtiments intelligents avec de l'IoT, de la 5G qui sont en train d'intégrer tous ces nouveaux bâtiments. Et tout ça, ça va faire des compléments de la collaboration et ça va permettre de rajouter de la productivité, de la facilité d'utiliser tous ces outils divers et variés. Et Lenovo s'inscrit complètement dans cette dynamique. Et on a un véritable enjeu, si on veut que nos clients, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de Lenovo? C'est qu'on est un industriel innovant et qu'on apporte qualité de produit et qualité de service grâce aussi à tout ce qui est logiciel et services complémentaires qu'on apporte sur les smart collaborations. J'aimerais qu'on termine avec quand même les bénéfices de cette association, ce partenariat Lenovo et Itensia. Le bénéfice déjà, c'est d'avoir le plus gros acteur de l'IT avec certainement en France le plus gros acteur de l'AV en termes d'équipe commerciale pour les partenaires. Il y a plus de 70 personnes chez Itensia qui sont à disposition en avant-vente, en vente, d'un point de vue marketing pour supporter nos offres. Et ça, c'est un axe qui est évidemment clé pour être plus proche de nos partenaires. Nos partenaires ont un bénéfice, évidemment, un stock à disposition et tout un programme Smart Collaboration qui existe au travers d'Itensia avec des marges arrière, entre autres. Mais on a une compétence technique qui est ici bien là et avec des spécialistes dans l'environnement Teams, peut-être demain dans d'autres environnements. Donc voilà, au travers d'Itensia, on a un partenaire de proximité. Il y a aussi une couverture française qui évolue chez Itensia et qui nous a séduit. Le potentiel du marché est énorme, on peut le dire. Le potentiel est énorme et on restera leader du marché comme on l'est depuis 3 ans. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux, on vous applaudit très fort. Merci en tout cas à nos partenaires, Lenovo, merci Sébastien et merci Fabien. On vient de le voir avec nos partenaires. Peu importe le secteur, peu importe le marché, tout a considérablement évolué en 30 ans. Les structures, nos habitudes de vie et professionnelles. Et c'est aussi le cas pour Itensia. Il est donc temps de vous révéler les nouveautés du groupe Itensia. Thierry Le Goff m'a rejoint à ses côtés. Nous avons le plaisir d'accueillir Clément Hérault, directeur marketing Itensia. Bonjour Clément, sous les applaudissements du public, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, on en profite parce que c'est vrai qu'on a presque un retour à la normale lorsqu'on crée des événements digitaux. On peut faire des événements hybrides, soit en distanciel, en présentiel, en respectant bien entendu les conditions sanitaires et tout le cadre sanitaire qui entoure donc ce live Itensia. Tout d'abord, j'avais une question, Thierry, que vos clients doivent peut-être se poser. Pourquoi ce projet? Ça fait combien de temps que vous y pensez? Eh bien, dans la réalité, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses des partenaires comme dynamisme, évolution. L'année dernière, nous, on n'est pas resté en reste. On a profité de cette année un peu particulière pour se poser, projeter notre avenir. Et on a créé un projet qu'on a appelé RISE, piloté et impulsé par le marketing, en premier lieu Clément, pour non pas simplement revoir notre image de marque, mais surtout renforcer notre positionnement sur nos piliers fondateurs et pour mettre en avant nos savoir-faire, pour accompagner nos clients dans les enjeux qui allient à la fois business et écologie, ce qui est notre savoir-faire. Alors, pour le directeur marketing que tu es, Clément, bon, c'est un super projet. Hein. Ça, c'est vrai que c'est top pour un directeur marketing. Comment est-ce que vous vous êtes organisé avec l'équipe? Exactement, beau projet, gros challenge. On est parti de constats forts. Bon, des constats pas toujours positifs, mais c'est le jeu. Il faut savoir se remettre en question pour progresser. Du coup, le premier constat, ça a été autour de l'image de la marque Itensia. Aujourd'hui, l'image du groupe est principalement axée sur la partie distribution, l'activité de grossiste, et peu ou pas sur les autres activités du groupe. Donc, deuxième constat, qui est la conséquence du premier, c'est qu'on ne va pas être identifié. Nous sommes peu identifiés sur certains besoins, certaines problématiques clients, alors que nous avons le savoir-faire et les compétences en interne.
Troisième constat, fort également, c'est notre présence digitale. Peu adaptée, l'expérience utilisateur pas assez poussée. Et donc, on a voulu simplifier également cette partie-là. Et le dernier constat, c'est sur la prise de parole. Aujourd'hui, on fonctionne uniquement avec une marque qui est Itensia pour parler de beaucoup de sujets. Donc, on reste très généraliste, peu spécialiste et on ne va pas assez en profondeur sur certains sujets. Alors, on a compris, Thierry, les constats étaient là. Quels sont vos objectifs principaux? 4 objectifs. Le premier, renforcer notre positionnement unique. Le deuxième, améliorer la lisibilité de nos offres. Il est vrai, en apportant plus de simplicité et de cohérence à l'ensemble. Troisième objectif, Clément en a parlé, il fallait qu'on améliore notre, notre présence digitale. Et enfin, quatrième, sortir un peu plus nos savoir-faire à valeur ajoutée qui concernent l'éco-recyclé, la logistique, qui était un peu en deuxième plan. Très bien. Voilà les 4 objectifs. C'est tout simple, comment tu t'en es sorti? Ça n'a pas été facile tous les jours. Je t'avoue que je suis arrivé chez Itensia avec des cheveux. D'accord. On comprend. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Il y a une règle. Ouais. Donc non, blague à part, au niveau de la méthodologie, on a commencé par faire un audit interne de toute la stratégie marketing, la stratégie de marque, de communication. Ensuite, on a construit une nouvelle stratégie autour de 3 nouveaux piliers d'activité, fédérateurs de l'ensemble des offres. Et enfin, nous avons réalisé des interviews clients pour voir si ce que l'on proposait était en adéquation parfaite avec les clients et leurs attentes. Comment vous allez renforcer votre positionnement unique, du coup? Ben Vincent, en fait, on a créé 3 piliers fondateurs qui viennent remplacer nos 4 activités. Ces 3 piliers sont Itensia Technologies, Itensia Again et Itensia Factory. Ces 3 piliers sont aussi des marques qui vont vivre en tant que marque à part. Alors, comment présenter ces différents piliers? Le premier, Itensia Technologies, c'est notre activité de distribution. Nous sélectionnons et distribuons des solutions neuves, technologiquement, qui répondent technologiquement à nos clients de manière adaptée. Et nous voulons les présenter sur le marché dans un esprit économe, juste et efficient. Aujourd'hui, on a 70 marques à peu près leaders sur les 6 marchés que nous représentons. Et chez Itensia, dans Itensia Technologies, nous avons approximativement 70 commerciaux ou techniciens spécialistes de ces marchés ou de ces marques. Donc voilà pour le premier. Et en face, vous avez Itensia Again. Itensia Again, c'est l'activité, je dirais, qui rassemble les activités à mission écologique. C'est aussi notre savoir-faire historique, savoir-faire de reconditionneur. Donc nous maîtrisons et renouvelons le cycle de vie des produits, tout en apportant aux entreprises des possibilités d'impacter leur environnement de manière positive en bénéficiant des gains CO2 que nous leur transmettons. Alors, dans le domaine du reconditionné, aujourd'hui, nous avons un catalogue assez large. On va des communications, des PABX, Post, au smartphone, en passant par les PC et le logiciel. Et en complément, dans cet environnement Itensia Again, nous avons bien sûr nos offres de reprise et de revalorisation de parcs de machines. Et donc, troisième pilier, Itensia Factory. Itensia Factory. Alors, il est au milieu parce que c'est notre savoir-faire, conseil et service du groupe. Il est bâti sur nos savoir-faire historiques, industriels, techniques, logistiques, qui nous permettent d'offrir des prestations sur mesure à nos clients pour gérer leur parc d'équipements. Que ça soit en amont, avant le déploiement, avec des solutions de staging, de livraison sur mesure, on l'a connu l'année dernière, des livraisons à domicile au client final, mais également de la formation. Mais aussi des services logistiques post-déploiement pour gérer le parc en maintenance, avec de la logistique inversée, de la réparation, du remplacement en J+1, J+1+R, mais aussi de l'outline. Voilà, c'est donc un ensemble aujourd'hui extrêmement simple, impactant, global, qui permet, on le voit, d'allier non seulement innovation technologique, mais également solutions écologiques, avec des atouts au sein de Factory pour permettre à nos clients d'adopter soit les technologies, soit les solutions écologiques. Comment ça s'est formalisé côté marketing? Alors concrètement, au marketing, on a eu 4 gros projets. Le premier est la création de la nouvelle identité visuelle, le logo, la charte, les couleurs. Création d'une nouvelle identité sonore également. Toute une nouvelle stratégie de communication donc, autour de nos marques. Ensuite, on a fait une refonte, une création finalement d'un nouveau site web, itensia.com. Et
on est parti ensuite sur la refonte de tous les outils d'aide à la vente pour aider nos commerciaux à aller sur le terrain et à pousser donc, et présenter notre offre avec cette nouvelle lisibilité. Et enfin, on a mené une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables pour le B2B ou pour le B2C. Donc, on a mené ces 4 chantiers depuis 12 mois. Et donc, fin du suspense. On va donc lancer une vidéo pour présenter donc, à nos participants virtuels au live et également à nos partenaires et clients qui sont physiquement ici. On va vous présenter le nouveau visage d'Itantia. On compte sur vous. C'est encore confidentiel. Tout sera lancé sur le marché donc, à partir de jeudi. Donc, vous êtes en exclusivité. On vous présente ça et on vous explique après tous les éléments. Et voici donc la nouvelle identité visuelle, le nouveau visage d'Itantia. Ça veut dire qu'en fait, les fiches que j'ai là, si on fait un gros plan, c'est terminé. Là. Pour le prochain live, il va falloir que je gère autre chose quand même. Hein. Hop, voilà. Ah ben non, c'est un oubli maintenant. C'est terminé. On aura le nouveau logo. Bravo Clément pour ce travail. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des explications sur les choix que vous avez fait avec l'équipe marketing? Déjà, je suis très content. On a vu des cœurs passer sur le slash. Il y en avait plein sur le chat. Hein. Merci je ne sais pas si c'est le marché ou ma mère. Mais en tout cas, je remercie tout le monde. Non, plus sérieusement, donc, avec ce nouveau logo, on va donner une identité sobre, forte et statutaire à Itantia. Itantia est un groupe. Donc, il a fallu monter ce niveau de statut pour le groupe. C'est en adéquation avec les valeurs et le positionnement du groupe et l'histoire du groupe. On a voulu, à travers ce logo, représenter le socle éco-responsable, qui est clé et historique chez Itantia, fort pour nous et fort aussi pour nos clients. Et vous voyez qu'on a un design de logo épuré, signe de notre volonté de faire mieux avec moins. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Hein. Exactement. Et on a beaucoup de marques. Bon, je vais en citer une, je suis désolé. Mais en tout cas, on a Netflix qui part sur ces mêmes principes-là, d'épurer un logo pour aller jusqu'à la simplicité et les valeurs clés du groupe. Très bien. Alors, on a le slash, on a remarqué, hein, il y a le slash. J'ai vu la typo minuscule aussi, couleur brute et naturelle. Hein, c'est un peu ça. Hein. Donc, 3 éléments clés. Le slash avec une position oblique pour montrer l'ascendance, le côté croissance fort au groupe Itantia. Très bien. Et on a également ce slash qui symbolise le développement, le côté tech, le côté innovation, le côté digital. On a les minuscules qui assoient finalement l'humilité et la justesse du groupe et les couleurs brutes et authentiques, donc un vert foncé du terracotta pour montrer la sobriété, l'authenticité et la puissance et solidité du groupe Itantia. Et on a aussi les logos des piliers. Logo des piliers. Donc, comme dans une famille, on a 3 marques filles. Elles doivent ressembler à la mère. Donc, on a Itantia qui est commun. Et on a ensuite des spécificités par marque fille, puisque chaque fille a son style, sa façon de communiquer, mais ressemble à sa mère.
Donc finalement, vous voyez qu'on a des spécificités d'un point de vue point et d'un point de vue couleur. Le point est commun, vous verrez entre Itensia et les logos Marquefil, c'est le symbole de la data, de la communication, cher du coup au groupe. Et du coup, vous avez fait aussi un nouveau site internet. Exactement, refonte, création d'un nouveau site internet pour mettre en avant un espace groupe dans lequel on va parler de l'histoire, de l'ADN, puisque c'est important, on a 30 ans aujourd'hui, donc c'est clé, et des espaces dédiés aux Marquefil, aux piliers d'activité, pour pousser nos forces, nos offres et également nos équipes, et donc générer et donner des informations beaucoup plus qualitatives aux clients et prospects en ligne. Et ce dont il faut préciser, c'est qu'on peut acheter des solutions en ligne. Exactement, nous avons toujours notre site e-commerce qui permet à nos clients d'aller acheter des solutions et récupérer donc des produits directement en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut voir la nouvelle organisation? Bien sûr. Là, vous allez avoir la nouvelle arborescence. Donc, vous allez avoir les piliers B2B et également notre marque B2C Again sur la partie smartphone, tablette reconditionnée. Super. Excellent travail. Bravo Clément, bravo à l'équipe marketing. Avec ces changements, Thierry, et ces nouveaux piliers, Itensia prouve une fois de plus que l'entreprise évolue, avance et sait s'adapter. Exactement. Au fil des 30 années d'expérience, Itensia a toujours su s'adapter, évoluer pour toujours mieux performer et aussi faire performer son écosystème. C'est très important. Je dirais qu'aujourd'hui, avec les 3 piliers, cette nouvelle organisation, des piliers complémentaires, nous pouvons répondre de manière globale, simple, impactante, de manière experte dans les enjeux actuels du marché, mais aussi dans les enjeux à venir. Ce positionnement, Vincent, qui est unique, prouve, témoigne de notre engagement clair en termes de comment on allie innovation et préservation de la planète. Et toujours dans un esprit d'innovation, quand on regarde de manière concrète, j'en parlais tout à l'heure, quand vous faites l'achat d'un produit reconditionné chez Itensia, vous bénéficiez des gains CO2 associés à cet achat. Ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans que Itensia maîtrise le bilan carbone. Et grâce à cette innovation, le bilan carbone que l'on donne à nos clients, il est bonifié de plus de 30% par rapport à un bilan carbone d'un reconditionneur classique, parce qu'il bénéficie de toutes les actions engrangées par Itensia en faveur de l'environnement. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nos clients de découvrir ce nouveau visage, pour nos partenaires. Je voulais en profiter pour leur dire un grand merci, parce que de manière sincère, chaleureuse, vous nous avez accompagnés avec fidélité, avec confiance. Vous nous avez fait grandir, devenir ce que nous sommes. Nous en sommes fiers. On vous en remercie sincèrement et on compte bien encore vous accompagner dans les 30 prochaines. Et voilà. Juste pour dire, il y avait un petit défi quand même pendant notre live. C'était lequel ici sur le site? Alors, l'équipe s'est lancée comme défi pendant le live de changer toute la signalétique sur le bâtiment et sur les sites ici avec les nouveaux logos. Donc, c'est peut-être le moment d'aller voir. Voilà. Très bien, allons-y. Merci à tous et tous de nous avoir suivis en direct depuis la Jubaudière, le site historique d'Itensia pour fêter ensemble donc les 30 ans du groupe. Merci à nos partenaires et clients. On peut vous applaudir encore une fois. Merci à vous, à ce super public, bien sûr. Bel anniversaire à Itensia et à bientôt pour un prochain live. Salut!